Bienvenue au balado compagnon de la série À propos d'Antoine, qui a pour but de mettre en lumière les intervenants qui gravitent autour d'Antoine et des personnes qui, comme lui, vivent avec un ou plusieurs handicaps. Ce sont toutes ces personnes, l'entourage dévoué et la ténacité de tous ces jeunes qui leur permettent de s'accomplir chaque jour. Aujourd'hui, on reçoit la présidente de l'Association québécoise de l'épilepsie, AQE, qui, comme les parents d'Antoine dans la série, a vécu le quotidien d'une mère qui doit jongler avec les crises d'épilepsie de sa fille. Bonjour Brigitte. Bonjour Patricia. Fait que, avant de parler à la présidente, je vais parler à la maman. Mais je pense que si la maman n'avait pas été là, il n'y aurait peut-être pas cette dame à la présidence. J'avoue, l'un va pas sans l'autre, finalement. Faut connaître. Alors, on va parler un petit peu de ta fille Josée. En fait, tu as 2 enfants. Oui, j'ai 2 belles filles. Une grande fille, puis 2 ans plus tard est arrivée Josée. En effet. Parle-moi un petit peu de Josée bébé, là. Comment ça s'est passé? Bon, Josée était un petit bébé, puis comme je l'explique souvent, ce qui m'avait frappé, au sortir de l'hôpital, ce bébé-là ne buvait pas une demi-once de lait. OK. Alors, les infirmières disaient, bon, elle va sortir, mais on n'est pas capable de la faire boire, elle arrête tout de suite, elle n'a pas faim. Alors, moi, quand je suis arrivée chez moi, chez ma mère, parce que j'étais chez ma mère, c'était ma deuxième, l'autre avait 2 ans. Okay. Alors, j'étais bien entourée. Oh ouais, oui, une ça. chance, Seigneur. Alors, quand je suis arrivée chez ma mère, bien, la belle petite Josée était belle, était toute petite, mais elle buvait pas. Donc, même la nuit, là, tu sais, après qu'elle arrêtait de boire, son demi-once, sa cuillère à thé. Eh là là. Alors là, elle s'endormait. Puis là, il n'y avait pas moyen de... Tu rentres la bouteille, tu essaies de la faire boire. Oui. Non, il n'y avait rien à faire. C'était comme un bébé pas là. Là, je disais, Seigneur. Puis là, ma mère, elle me regardait dans le coin, puis elle disait pas un mot, mais je voyais bien qu'elle avait l'air à se retenir. C'est Ouais. que moi, je Toi, disais, tu viens-tu d'une famille nombreuse? nous étions 5. 5, quand même. Alors, là, moi, je dis une bonne journée à ma mère, puis là, elle se mettait à pleurer 1 heure. Après, elle pouvait se pleurer, puis elle avait faim. Ben oui, je comprends. Puis tu sais qu'il nous disait dans le temps qu'il fallait qu'on suive et qu'on mette les bébés aux heures. C'était à nous autres de régler ça. C'est ça. On va le briser. Moi, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, hey, au diable, les consignes qu'ils m'ont dit, là, j'ai dit, je vais y aller avec mon instinct. La bouteille, on la laisse là ou on la met dans le frigidaire, puis on y en redonne quand elle a faim. Quelle bonne idée. Alors, c'est comme ça que Josie, tout à coup, a pris du poids. Puis quand elle a commencé à prendre du poids, puis j'ai pu me retourner à Sept-Îles, parce que là, j'étais au Saguenay. Là, après, plusieurs temps après, ma mère a dit, en tout cas, t'es bonne, parce qu'elle dit... Puis mon père la berçait aussi. Ouais. C'était de l'aide de famille. Parce que c'est épuisant, un petit bébé, là, que... C'est à tout bout de champ. Ouais, On comprenait rien. Puis on nous n'oublie autres, pas là. qu'il y a l'autre de 2 ans de plus vieux. Là, L'autre de 2 ans, vieille. j'avais des frères et sœurs. C'était vraiment une affaire de famille, nous autres. Là. Tu sais, eux autres, ils la gâtaient. L'autre, c'était la première dans la famille, la plus vieille. Alors, elle était gâtée. Mais l'autre, c'était plus difficile, tu sais. Ça se réveillait la nuit, puis les autres avaient un petit peu peur de la prendre parce qu'elle était tellement petite, puis tout à coup, c'était moumou, cette affaire-là. Ouais. Puis après, ben ça pleurait parce qu'elle avait faim. Alors, c'est ça. Là, ma mère, elle m'a dit qu'elle pensait pas qu'elle vivrait. Quand Ah oui, à ce point-là? Ah, ma mère, elle m'avait dit, ce bébé-là ne pourra pas vivre. Après, elle m'a dit, c'est ton instinct. Parce qu'elle dit, elle n'aurait pas vécu. Ah oui. Hein. Donc, comme tu as déjà une autre fille, tu as certains repères. Après, le fait qu'elle ne buvait pas ses biberons, ça a été quoi les prochains signaux? Bon, la première affaire qui est arrivée, ma première, elle, dans le temps, c'était en Fahrenheit. Elle faisait 104 degrés Fahrenheit. Là, elle s'appelait Lynn. Lynn, ça continuait de jouer. Mais elle était un petit peu moins agitée, moins énergique. Plus calme. Josée, elle faisait même pas 100. Puis là, elle faisait des convulsions. Ah oui? Ah oui. Alors, moi, je parle de ça au pédiatre. Ah, il dit, il y a des enfants qui font des convulsions infantiles. Mais là, c'est de plus en plus grave. Puis une bonne fois, on dirait qu'elle va mourir. Là, c'est pas des petites convulsions, là, c'est gros. Puis j'arrive à l'hôpital, puis on rentre à l'hôpital. Le médecin me donne une pression. Il dit, non, c'est pas grave. Bon. Le temps que je me retourne chez nous, je fais garder le bébé.
Là, je vais chercher la prescription. Ma petite gardienne est là. Quand j'arrive, la petite est encore en convulsion. Hey, on retourne à l'hôpital. Hein? Puis là, j'ai fait des choses qu'il fallait pas faire. Là, ils l'ont hospitalisé, tout ça, mais moi, je voulais plus rien savoir du médecin à qui j'avais tout dit, ce que mon pédiatre m'avait dit. Alors, là, ils ont observé, puis là, mon pédiatre me dit, j'ai dit, c'est qu'à là, ma fille, mais il dit, j'ai fait un stage en neurologie quand j'étais jeune médecin, là. Il dit, je mettrais ma main au feu que c'est de l'épilepsie, mais j'ai pas de preuves, j'ai rien. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le savoir? Je dis, moi, je veux savoir. Mm-hmm. Mais avant 2 ans, je pense que c'est difficile d'établir un diagnostic. Tous les âges sont difficiles dans un sens, mais là, c'était très difficile. Il dit, il y a une chose, il dit, il faut qu'elle passe des électroencéphalogrammes. J'ai dit, vous n'avez pas ça ici? Il dit, non, on est à Sept-Îles. J'ai dit, où il y en a? Il dit, il y en a à Chicoutimi, puis il y en a un à Québec. Mais il dit, tu sais, il dit, je peux pas t'aider, là, je peux pas te prescrire ça, là. J'ai dit, je vais m'en occuper. J'ai dit, je vais essayer de tout mettre mes contacts en marche. Alors, mais il dit, ça va être à tes frais, parce qu'il dit, là, moi, je vais faire rire de moi, c'est juste que je pense que c'est ça. Puis c'est vrai aussi, tu sais, lui aussi, là, c'était un bon pédiatre. Ouais. Alors, je passe, je téléphone la famille, la belle famille, puis je réussis à avoir avec un bon pédiatre. Du côté de Québec? Du côté de Chicoutimi, parce que je venais du Saguenay, puis la famille avait des relations, des connaissances. Alors, quel est ce fameux test? Est-ce que c'est celui où on met des électrodes partout sur la tête? Dans le temps, c'est ça. C'est un électroencéphalogramme, puis oui, il fallait qu'il pose les électrodes sur la tête du petit bébé. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que s'il n'y a pas de crise pendant la session d'électroencéphalogramme, t'as rien. Ben non. Bon. L'activité donne l'image au moment présent. Alors, ce bébé-là n'a aucune anomalie à l'électroencéphalogramme cette fois-là, mais le pédiatre qui m'avait écouté, puis moi, je notais tout. Mm-hmm. J'étais rendue que je notais, là, puis je remarquais partout. Mm-hmm. D'ailleurs, je l'avais appelé Mini Pout-Pout. J'ai parlé de ses difficultés de nourriture, hein? Oui. Donc, quand elle était petite, elle était restée petite. Mm-hmm. Puis après tous les repas, ça faisait pout. Elle avait des gaz. C'est que je l'avais appelée Mini Pout-Pout. Mais, tu sais, c'était resté. Donc, j'ai dit, le médecin me dit, je vais vous reprendre, il dit, un rendez-vous, puis il dit, on va l'hospitaliser d'un petit bout. Puis il dit, on va en passer plus qu'un. Il dit, là, on peut rien savoir. Mon pédiatre lui avait parlé aussi. Mais tu sais, Brigitte, que t'es chanceuse. Tu as eu des gens qui étaient en action avec toi. Mais bravo. Je pense que j'étais très déterminée. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, on dirait que je te crois. Non, mais c'est ton bébé, là. Tu sais, oui. Pour moi, là... Ben, c'est le conseil que tu donnerais à une autre maman, de suivre son instinct. Je pense que notre instinct noté et d'être dans une belle relation de confiance avec son médecin. Où a été ma chance, c'est d'avoir un pédiatre qui me croyait. D'ailleurs, il me l'a toujours dit, oui. Mm-hmm. Il me l'a toujours dit. Il dit, quand c'est vous... D'ailleurs, il m'a aidé, là. Hein? Je vais faire du coq à l'âne. Quand j'ai fondé une association sur la Côte-Nord, il a été mon président. Ouais, mais il m'avait dit, il dit, non, je le sais ce que tu dis. Lui aussi avait confiance en moi et en mes réflexes. Donc, il l'a hospitalisé. Les électros n'ont rien dit, mais une bonne infirmière avait observé la petite bonne femme qui marchait et qui s'amusait dans le corridor et qui tout à coup avait arrêté. Puis avait eu des petits mouvements. Une absence? Oui, elle avait fait une absence, puis elle avait fait peut-être aussi juste une petite épilepsie locale. Le bras juste un bras, quelque chose. Elle a observé des petits signes, puis elle l'a noté. Alors, tout ça, avec les combinaisons qu'ils avaient, ils ont dit, c'est de l'épilepsie. Alors... on va essayer petit à petit. Donc, elle a eu un petit sirop pour commencer. Là, hein? Un sirop? Bien, ça se donnait en sirop. C'était une petite fille, elle avait à peu près 2 ans. Là. D'accord. C'était pour exposer. Puis là, mon médecin, avec ça, on a continué. Donc, ma fille avait le diagnostic. Ça me dérangeait pas trop. OK. Tu n'as pas reçu ça comme... Personnellement, ça n'a pas été quelque chose de violent, là? Comme... Non, parce que quand j'étais jeune, j'en avais déjà rencontré. De ma nature, j'avais soin de tous les gens qui faisaient des choses comme ça. Okay. Moi, si tu m'expliques ce qui se passe et que je sais, je vais agir en conséquence. Donc, c'est ça que je voulais. Est-ce que à partir du moment où on a un diagnostic,
les choses se passent comme par magie, tout roule sur des roulettes? Oh non, et mon pédiatre m'avait bien averti, par exemple. Je te dis pas que je dormais mes nuits tranquilles, j'avais toujours une oreille tendue, je surveillais. Est-ce qu'elle faisait beaucoup de crises? Oh oui, ça n'arrêtait pas, surtout si elle était malade. Mais à quelle fréquence? Des absences, moi, j'en ai observé peut-être jusqu'à 200-300 par jour. Non, c'était un cas vraiment compliqué. Niaise. Non, c'était un cas compliqué. Mais attends une minute, attends. Comment on fait pour vivre? En tant que maman, ça veut dire que tu prenais jamais de temps pour toi? Oh oui, je prenais du temps pour moi. J'ai averti tous les gens de mon bloc. On appelait ça le bloc à la vigueur. Je sais pas si tu as dû écouter les émissions de télévision, là. Alors, il y avait 6 appartements. Tout le monde était bien informé. Tu formais tout le monde? Tout le monde était informé quoi faire. Ne paniquez pas, prenez-la dans vos bras, flattez son dos. Elle était tout petite. C'est ça. Alors, puis là, mon médecin m'avait dit, ça peut être long, mais on va changer les médicaments, puis on va finir qu'on va trouver. Alors, Parce que tout est dans le dosage. Le dosage est le bon médicament. Il faut qu'il trouve le foyer. Maintenant, je le sais. Mais dans le temps, on le savait. Moi, je ne savais rien de ça. C'était un court-circuit. C'est comme ça que j'avais expliqué ça. Mais c'est une très belle façon de l'exprimer, effectivement. Un court-circuit, puis alors, ça revient. Toutes mes petites gardiennes, j'avais une petite gardienne que je l'avais formée. Elle avait commencé à 11-12 ans. Elle aimait beaucoup mes enfants. Puis elle la gardait tout le temps. Si c'était un petit peu prolongé, elle l'amenait chez ses parents. Puis tout le monde était... nous autres, là... Bienveillant. Oui, puis comme on l'a accepté, je pense que ça nous a aidé énormément. Parce que tout le monde travaillait, puis on n'a jamais fait de gros drames avec ça. Il y en a qui avaient peur. Dans le cas d'Antoine, de la série, ces crises lui ont fait perdre des acquis. Oh oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as noté chez ta fille? Oui. Moi, ma fille, ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle apprenne à parler. Et quand elle s'est mise à parler, ses phrases étaient complètes. À faire beaucoup d'absences, il y a des fractions de son que... Et je dois t'avouer que avant les opérations, ils ont fait des tests en neuropsychologie pour son degré de... Elle avait une grande capacité intellectuelle. Elle était au-dessus de la moyenne beaucoup. Là, je veux juste rassurer les gens qui nous écoutent. Là. Attends, je veux quand même, parce que tu emploies souvent le « elle avait ». Elle n'a plus de problème. Je sais. OK, mais c'est parce que les gens ne le savent pas, là. Elle est toujours ici, Josée, là. Oui. Elle a 51 ans. 52 ans. 52 ans. Je ne sais pas si ça va nous aimer d'entendre ça, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. C'est merveilleux, mais... non, je voulais juste... je vais refermer la parenthèse parce qu'on on va revenir à Josée un petit peu plus tard, mais c'est important de le dire. Oui, là. parce que Josée, elle n'en fait plus. Elle en fait. On va le dire, la bonne nouvelle tout de suite. Fait qu'on a vendu le punch, on peut finir maintenant? Merci beaucoup. Non, c'est une blague. Non, parce qu'avant qu'on en arrive là, il y a eu ceux qui nous écoutent, là, je pense qu'ils ont besoin d'apprendre des choses aussi. Effectivement. C'est ce que tu en penses? Bien, j'en pense qu'on va continuer. Bon. Alors, à partir du moment, donc, on met tout son entourage à profit, en tout cas dans le coup, tout le monde met l'épaule à la roue. Mais là, comment ça se passe, là? L'école, la vie, le quotidien? Bon, à l'école, j'ai fait un peu comme à la maison. Hein? À l'école, ça fonctionnait pas. À un moment donné, son professeur à la maternelle, parce que j'avais formé tout le monde, et elle m'a dit, Brigitte, si je le savais pas, là, elle dit, des jours, je lui fais passer des tests, c'est un cancre. Elle n'est pas là, puis elle écoute personne, puis elle dérange les autres. Puis d'autres journées, elle est super intelligente. Mais j'ai dit, elle dit, je le sais, mais elle dit, c'est très difficile à ajuster. Puis elle dit, avec les camarades. J'ai dit, bon, on fait notre possible. On les a tous avertis. C'est qu'il y avait une ou deux petites filles en maternelle qui étaient un petit peu plus éveillées. Alors, j'en ai fait mes amis, qui sont les amis de ma fille, ils sont devenus mes amis. Puis je les formais au fur et à mesure. C'était la seule façon, mais j'ai été beaucoup présente dans l'école. J'ai fait de la suppléance dans cette école-là, beaucoup. Mais tu sais que l'enseignement que tu as eu pour ces petites filles-là doit rester aujourd'hui. C'est peut-être le plus bel enseignement qu'elles ont reçu à vie, d'avoir l'œil attentif à son semblable. Il y en a qui étaient... Tu sais, il y a toujours des enfants qui sont comme des mamans, même s'ils sont petites. Hein? Ouais. Alors, c'était ça, oui.
Et je pense que beaucoup. Puis les professeurs de l'école aussi, je pense que maintenant, c'est sa tout grande le sœur monde qui a aussi été... qui devait être à l'école en même temps. ça, non? c'était plus difficile pour sa Pourquoi? grande sœur. Parce que, tu sais, quand tu as 2 ans de différence, t'es la grande sœur. Bien, des fois, là, Josée, dans le cours, c'était pas tous les enfants qui avaient compris notre enseignement. OK. Donc, elle passait pour un petit peu une folle ou elle avait pas de bon sens. Alors, l'autre, des fois, elle était gênée, là. OK. Puis aussi, on lui en demandait beaucoup sans s'en rendre compte. Surveille ta petite sœur, assure-toi. C'est qu'un jour, elle m'a dit, j'ai dit, correct, on va s'arranger. Mais elle a porté beaucoup ça aussi. Sur ses épaules. Oui. Ça, c'est difficile pour un enfant plus vieux. Là, fait que ça, c'est un petit regret. Tu le ferais-tu différemment aujourd'hui? Mais je pense que je pourrais pas le faire différemment parce que je le saurais pas encore si je recommençais. Par contre, si ma fille, quand elle manifestait, j'essayais d'ajuster. Mais... Donner du temps de qualité. On le voit aussi, la même chose à propos d'Antoine avec son petit frère qui... Ça, c'est important. Puis qui comprend. Tu l'as vu, la série? Est-ce que tu as regardé? J'en ai regardé beaucoup, mais je t'avoue qu'avec tout le travail que j'ai de ce temps-là, puis j'essaye de répondre aux gens, mais oui, j'ai trouvé ça. Je les ai trouvés pas mal meilleurs que moi encore, ces parents-là, parce que je trouvais que c'était... j'ai dit... Moi, ce que j'ai eu à traverser... Mais j'ai été très consciente d'une chose, c'est quand il y a des polyhandicaps, plusieurs handicaps. Oui. Et j'ai travaillé, je te disais tout à l'heure que j'avais rencontré, tu sais, comme des personnes qui ont des fois de la paralysie cérébrale. Oui. Quand l'épilepsie apparaissait, les parents, c'était-tu ce qu'ils me disaient? Non. La paralysie, je suis capable de m'arranger avec, mais quand il arrive avec l'épilepsie, ça devient compliqué. Je suis plus capable, je suis désemparée. Désorganisée, parce que l'enfant ne peut pas collaborer non plus. Il n'est pas là, puis il ne peut pas leur dire qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il a fait. C'est vraiment difficile. Une fois que la période scolaire, là, j'essaie de sauter des bouts, mais j'essaie de comprendre le fil. Là. À quel moment, tu sais, qu'on trouve la bonne médication, qu'on trouve le... Bon, dans le cas à Josée, on a été à Québec plusieurs fois. Tâtonnement. Là, je me suis aperçue qu'on avait un cas très compliqué parce que Josée n'était jamais contrôlée. À la bicyclette, des fois, en absence, là. Tu sais, une fois, on est à la table, elle tourne, elle tenait un couteau, on mangeait du steak. Ouais. Je sais quoi manger du steak? Mm-hmm. Là, elle tourne. Donc, son père, il tenait sa main, il dit, c'est que je fais? J'ai du tiens la main, même si elle casse. Mais là, c'est tout des stress. Hein. Mais imagine quand elle va au secondaire, là, qu'il faut qu'elle prenne l'autobus et qu'elle aille à l'école avec les autres. Donc là, en premier, j'ai pris l'école privée. OK. Mais l'école privée, après une crise, là, elle en a fait une ou deux. Il était mal à l'aise, donc ça prenait une place pour qu'elle aille. J'ai trouvé une place, une madame, qui est une ancienne infirmière, qui a accepté de me la garder. Eux autres, la minute qu'elle faisait une crise ou trop d'absente, ils l'envoyaient chez la madame. Bon. Mais tu as tout mis ça en place, tu t'es organisé. Il faut. Mais c'est formidable. Comment tu peux arriver Je sais. Comme à propos d'Antoine, ils ont mis en place, on s'ajuste. Mais c'est vraiment ça, la clé du succès. C'est de se faire un entourage qui vont l'aimer autant qu'on les aime. Bien, c'est quand on aime vraiment quelqu'un, je pense qu'on s'ajuste et on trouve des solutions. Ouais. On cherche les bonnes solutions, puis on n'a pas peur d'une vérité. Dans le fond, tu sais, moi, je le disais, je voulais pas le cacher qu'elle était épileptique. Oui. Parce que je voulais que les gens en prennent soin. Tu as raison, parce que moi, je connais des gens qui cachent que leur enfant est épileptique. Je sais. C'est un peu triste. Tu l'as dit, je suis la présidente de l'association et je le sais qu'il y en a que c'est... Pour eux autres, c'est correct, inadmissible. ils vont étape par étape, mais tu sais, si tu avais un conseil à donner, ouvrez votre cœur. Acceptons, parlons-en et regardons les choses en face. Maintenant, c'était très long. Alors, change d'école, puis on cherche, puis elle fait encore des crises. Alors, tu me disais que tu voulais savoir comment que ça avait abouti. Ça fait que elle, là, elle s'en vient à l'adolescence. Alors, un jour, à 14 ans, elle a dit, moi, là, je n'en peux plus. Tu sais, nous autres, là, on s'était promenés. Québec, Sept-Îles. On retourne à Québec, puis je peux te dire que même un des... neuropédiatre que j'aime bien, là, un jour, il m'a dit, je pense que c'est vous qui êtes folle. Faire toute la route? J'ai dit, hey, vous, là. J'ai dit, moi, je suis en train de virer folle, il faut qu'on trouve quelque chose. Il a dit, oui, mais je pense que c'est ça. Il dit, vous l'êtes peut-être? J'ai dit, non, là. Puis là, moi, j'étais au bout, là, je pleurais, tout ça. Mais
elle n'a pas conscience de ça. Là. Elle était dans la salle pour les soins. Alors, là, il l'a réhospitalisé, puis encore des longues examinations et des tests en longueur. Quand on est revenu chez nous, 1 an ou 2 après, là, 14 ans, puis elle me dit, moi, maman, là, je suis tannée. Je suis tannée, je veux mourir. Là, je veux même plus que tu t'arranges si j'ai un accident ou quelque chose. Laisse-moi aller. Je veux mourir. Puis elle dit, je te dis pas que... Elle dit, je suis prête à tout faire pour mourir. Là, je la regarde, je dis, hey, Josée, ouf, j'ai dit, je te comprends, mais si tu meurs, il faudrait que ça serve à quelque chose. J'ai dit, on n'a pas fait tout ce chemin-là. Puis s'ils n'ont pas trouvé la solution, j'ai dit, moi, quand j'étudiais, on parlait des cobayes, puis qu'il y a des gens pour la science que ça avançait. J'ai dit, si tu veux vraiment mourir, on va vérifier. Puis s'ils ont besoin d'un cobaye, maman va assister. Puis on va cheminer ensemble. On va prendre le risque. Qu'est-ce qu'elle a dit? Là, elle me regarde, elle dit, parle-en. Si tu trouves ça, oui, je suis prête. Elle voulait vraiment mourir, elle voulait plus vivre. Donc là, je lui ouvrais une porte, qu'on trouve une solution. Si elle mourait, bien, ça faisait avancer la science au moins. Mais je te dis pas qu'en dedans de moi, là, j'étais très sereine. Là, aujourd'hui, je le dis presque en riant, mais je riais pas. Le soir, la tête couchée sur l'oreiller, là? Ah non, ça c'est pas rendu le soir. J'ai réussi à rejoindre le pédiatre. Hey, j'ai dit, vous, là, on a d'autres problèmes. Là. J'ai dit, c'est une dépression grave. C'est quoi, là? J'ai dit, il faut qu'on fasse de quoi? Puis j'ai dit, si on peut aller plus loin, on va chercher. J'ai dit, j'étais sérieuse. Ce que je lui ai dit, je suis prête à le faire. Ah, il dit, moi, j'ai un ami à Montréal, il dit, c'est un neurochirurgien, puis il dit, il est en recherche, puis ça fait des recherches. Alors, ils ont téléphoné, l'autre, il a dit, oui, ça se peut. Ça fait que là, c'est compliqué pour eux autres, ça prenait un cas, par exemple, mais c'était un cas. Alors, ils me disent, mais vous allez venir une première fois. OK, Sept-Îles, Québec, Montréal. Mais là, il faut déménager, mais là, comment ça se passe? Non, mais à Montréal, par exemple, j'avais déjà passé à Montréal. Mais moi, là, j'avais jamais conduit dans Montréal, puis je connaissais pas la ville de Montréal. OK. Alors, avec mon bébé, mon bagage, parce qu'ils me disent, ça peut être 15 jours, 3 semaines. Ça fait que là, j'ai des amis, j'avais une amie religieuse qui était en communauté ici. Je dis, pouvez-vous m'accueillir quelques jours au début, que je trouve une place, mais on trouve pas de place. Mais c'est une réalité importante. Épilepsie ou autre chose, quand tu es en région, t'as pas les mêmes services. En tout cas, t'as pas les mêmes défis. Bien, je pense qu'aussi, même à l'hôpital, s'ils nous donnent un 100 $ dans le temps, je pense que c'était pour le transport, là, je vais t'avouer que moi, je faisais du travail de suppléante. J'ai laissé tout l'enseignement, tout ça, là. Puis ton autre fille, puis... Mais mon autre fille, oui. Mon autre fille, par contre, à ce moment-là, elle était à l'extérieur. Elle commençait, là, puis elle était pensionnaire au début. OK, très bien. Alors, là, tu trouves du logement à Montréal? Oh, ça, je peux même te dire que j'étais prête à aller coucher n'importe où j'aurais pu trouver. J'aurais pu devenir itinérante si on avait été au jour d'aujourd'hui, hein? Pour vrai? Si j'avais pas trouvé. Oui. Alors, la supérieure de la communauté a dit, on peut essayer de te garder pendant 15 jours. Bon, ça va. Alors, j'ai fini par trouver un appartement étudiant qui était alloué proche de l'hôpital neurologique de Montréal. Alors, sur la rue Université. Puis, parfait. J'ai dit, c'est combien? Mais là, moi, je n'étais pas trop riche non plus. Fait que là, je dis, OK. Puis là, j'ai une amie qui reste un petit peu en dehors de Montréal qui me prête des affaires pour meubler cet appartement-là. Alors, c'est là. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 mois et 1 semaine. Et l'investigation. Comment ça a été, ce traitement-là? C'était une investigation. Ils ont cherché, mais ils n'avaient pas trouvé le foyer épileptique. Alors, ce qu'ils m'ont dit, là, on n'a pas trouvé, mais il va falloir qu'on continue de chercher, puis vous reviendrez. Bon. Quand on va avoir une autre place, il faut qu'il y ait des places, c'est long. Alors, ils nous ont rappelés. On a retourné. Là, j'avais réussi à avoir... Là, je savais un peu plus m'organiser. On était au manoir McDonald. Alors là, j'étais déjà mieux, là, au moins... Oui. Psychologiquement, au moins, il y avait du monde autour de moi, puis d'autres personnes. Ouais. Puis après X temps,
On a passé des tests et c'est là que même mon mini pout-pout savait orienter les gens, là, les chercheurs, d'où était le foyer d'origine. OK. Parce que ça disait la digestion. Là, je le sais, mais je le savais pas, moi, dans le temps, là. Mais ils m'ont posé des questions. Tu sais, on était, moi puis la petite, comme dans un auditorium avec des lumières sur nous. Puis nous, on voit pas tous les médecins et les chercheurs qui sont dedans. Voyons, on dirait une audition pour Flashdance. Ah, peut-être, là. Oui. Mais ils nous questionnent. Puis là, tu sais, les questions arrivent, puis tu cherches, mais tu remontes loin. Puis c'est tous ces petits détails-là qui les orientaient. Puis là, il y a eu de la télémétrie, des tests qui étaient en permanence. Uh-huh. Alors, là, il y avait une bonne indication. C'est que là, le chirurgien, on avait le docteur Anderman qui est décédé aussi, Frédéric Anderman, qui était son neurologue, chercheur, puis il y avait son chirurgien, Pierre-Olivier. Alors, il dit, Josée, je pense qu'on pourrait t'opérer. Il y a tant % de chances que ça réussisse. Il y a tant de % de chances que tu te réveilles avec des séquelles, qu'il y ait de la paralysie ou des membres ou quelque chose. Il lui explique tout ça bien. Elle se lève carrée dans le lit. Elle lui dit, regarde-moi, toi, là. Elle dit, je suis pas venue ici pour rien. C'est qu'elle dit, tu vas m'opérer. Puis elle dit, il n'y aura aucun problème. Puis ça va bien aller. Alors, il me regarde. J'ai dit, à 14 ans, j'ai pas rien à dire. Puis d'une façon ou d'une autre, là. Elle voulait plus vivre avant, alors moi... Mais en dedans de moi, là, puis ça, c'était le 23 décembre, la chirurgie. Le 23 décembre. Alors, j'ai mon autre fille qui est à Québec, qui est en pensionnaire dans un cégep, un collège. Alors, on s'arrange pour que tout le monde puisse venir, là. C'était compliqué. Il y a des choses... Il y a eu des ratés dans ça. Pour l'autre, là, il y a eu des moments difficiles, mon autre fille. Alors, ils l'ont opérée. Alors, quand je suis allée la voir le 24 au matin, ça a duré 10 heures, je pense, ma mémoire est bonne. Comme opération. La chirurgie, oui. Alors, Josée me fait dire, regarde, elle me fait bouger ses orteils puis ses doigts. Elle savait que j'avais peur. Oh là là. Mais ça a bien été. Après, bien, la vie a continué, puis ça a bien été, mais tout à coup, ils ont coupé les médicaments. Puis c'était des essais, là, dans ce temps-là. Tu l'as dit, hein, cobaye? Ah oui, dans ce temps-là, c'était... Alors, en coupant les médicaments, tout à coup, elle s'est remis à faire des crises. C'est que là, ils ont dit... Une chirurgien m'a dit, puis lui a dit, tu sais, il dit, c'était une première fois, mais on n'a probablement pas assez enlevé. Ah ouais, hein? Oui, la petite cicatrice, là, le tissu cicatricionnel qui faisait qu'elle avait des crises. Qui était comme... Elle, elle doit être une lobotomie assez grande ici. Là. OK. Alors, je fais ça ce bord-là, mais c'est l'autre bord, mais c'est pas grave. Mais c'est l'effet miroir. C'est pas grave. Donc? alors elle a accepté et 2 ans après, on recommençait. Et après l'opération? Après la 2e opération, tout a bien été. Et depuis, elle ne fait plus de crise. Alors, sans médication. Ça fait quoi, 30 ans? Oui. Et même, 35 ans. Merci. Et même, elle ne prend plus de médication. Et elle a réappris. Elle a des gros... Tout le début de sa vie, elle ne s'en souvenait plus. Je t'ai dit qu'elle avait 200-300 absences dans une journée, sans compter les crises qu'on voyait et toutes les autres formes. Alors, elle ne se souvenait de rien. Donc, pas besoin de te dire, lui apprendre, réveiller la confiance pour apprendre à faire à manger, pour circuler toute seule dans la rue. Parce que tu dirais que l'épilepsie, c'est peut-être ça le plus gros problème des gens qui vivent, même encore là, avec les crises, c'est toujours l'attente de la prochaine crise. Tu sais, le problème, je pense, qui est là de l'épilepsie, c'est tellement méconnu, dans le sens que, il y en a que ça leur fait peur, mais dans le sens que quand c'est pas contrôlé, puis c'est un trouble intermittent, il n'est pas toujours là, mais quand il arrive, la personne qui le porte a toujours peur que ça lui arrive. C'est comme si, nous, tout à coup, on pourrait perdre toute notre connaissance au sens d'un moment, là. Tu sais, même tes jambes. Tu dis, moi, je sais pas à quel moment, mais les nerfs de mes jambes peuvent me lâcher, puis je tombe à terre. Comment tu vivrais ça?
Ouais. Mais eux autres, là, c'est tout le cerveau. Tu sais d'où ça vient, le mot épilepsie? Je t'écoute. Hein? C'est pour ça qu'il y en a qui pensaient que c'était des gens possédés du diable. Oui, ça c'est vient ce qu'on disait au début. posséder. Ben oui. C'est parce que tu perds, ton esprit est possédé par, tu perds le contrôle. C'est ça que ça voulait dire. Dans le sens que si on perd notre contrôle de notre magnifique ordinateur, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est ça qui arrive. On n'appelait pas ça le grand mal, ou je me trompe? Oui, il y avait le grand mal quand il y avait des crises immenses, là, tonico-cloniques, là. OK. Mais on va dire le grand mal, quand tout bouge puis que ça dure longtemps. Oui, c'est ça. Puis le petit mal, c'était quand ils font des absences. OK. Ils appelaient ça comme ça. Maintenant, il y a d'autres noms. Là. Les médecins diront tout ça en détail. Oui. Aujourd'hui, Josée. Josée, aujourd'hui. Comment elle vit? C'est une magnifique madame, pour moi, en tout cas. J'aime pas ça quand tu dis madame, parce que je suis plus vieille qu'elle. J'ai comme l'impression que je suis une madame. Ah, t'as plus que 52 ans. Mais moi, je suis très jeune aussi. Là, j'ai presque dit un peu mon âge en disant l'âge de ma fille. Oui, hein? oui, mais ça paraît pas. Fait que, toi non plus. On va l'appeler cette jeune femme, donc. Oui, c'est une belle jeune femme qui s'est appropriée sa vie. C'est sûr qu'elle a des limites. Elle les accepte. Elle reste une personne fragile. Et elle a essayé de travailler, mais incapable. OK. Mais c'est sûr qu'après 2 lobotomies, puis la fragilité, le stress, il doit y avoir de l'angoisse et tout ce que tu veux qui reste à cause de cette crainte aussi. Là. Tout à ça fait. se développe. Qui va rester là. Et ça s'est enraciné. Donc, quand elle ne contrôle pas la situation, elle a besoin, elle, de tout savoir, de tout prévoir. Bon. Ça va bien. Elle a appris à faire la cuisine. Elle est autonome et elle rend des services socialement. C'est une personne extraordinaire dans l'association. Mais apprend ça de qui, cette belle implication-là? Elle est une répondante au niveau de Oui. l'Association québécoise. Elle est membre de l'association et du conseil d'administration depuis plusieurs années. Ben oui. Le fruit tombe jamais loin de l'arbre. Mais je pense que mes 2 filles sont impliquées, oui. On avait ça. des parents impliqués aussi. Ben, voilà. Alors, c'est une belle femme maintenant qui vit son petit bout de chemin. C'est quand même une belle histoire. Je sais que tu sais que mon amoureux est épileptique. Je suis avec Louis-François depuis 15 ans. Et c'est une des premières choses qu'il m'a dites. Puis j'ai dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais si ça arrive? Puis il m'a dit, have fun. Il n'y a rien à faire, c'est-à-dire que tu sécurises. Tu prends dans tes bras. Si c'est possible, ça dépend de la forme de crise. Puis c'est un peu à quoi sert une association. On ne fait pas de miracle. On ne peut pas tout résoudre les problèmes, mais on peut aider, écouter les personnes, les renseigner, les aider, comme tu dis, et parfois les accompagner dans toute la période d'acceptation. Et c'est le fun que tu en parles parce que on pense toujours à la personne qui est atteinte, mais ceux autour. Et que c'est difficile. Bien, moi, je pense à la maman de Louis-François parce que c'est arrivé quand il avait 15 ans suite à un accident de voiture. Fait que pour sa maman, son papa aussi, évidemment, mais ça a été toute l'incertitude. Moi, ce que j'entends j'imagine que Yolande est passée par là aussi. Avec la médication, moi, personnellement, je n'ai jamais été témoin d'aucune crise de mon amoureux. Il en a eu qu'une seule en 15 ans parce qu'il attrape une fièvre qui a fait métaboliser les médicaments. Donc, c'est comme si le médicament était sorti de son corps. Oui. Et ça a créé une... Ça l'a annulé. Ça a annulé. Il a eu un accident de voiture avec mon fils à l'arrière, avec notre fils. Et heureusement, tout s'est bien terminé. Puis on a eu un chauffeur pendant 6 mois. Voilà. mais par contre, moi, je sais que ce que j'ai apprécié de ton conjoint, c'est comme une présidente d'association, je peux dire que je recommande à tout le monde aussi, quand vos affaires se placent, impliquez-vous et ne vous gênez pas de le dire. Et nous, on a à l'association, des fois, je leur dis, pour aider à aider, devenez membre. Et on le fait gratuitement. Pourquoi? Quand quelqu'un est membre, il sait au moins quoi faire et où envoyer quelqu'un qui a besoin de renseignements. Parce qu'un des plus gros problèmes, c'est d'être pas compris. Ben voilà.
et J'ai les l'impression que c'est à la présidente préjugés. là, que je parle maintenant. Oui, mais, tu parles à la présidente, mais à la maman aussi. mais tu viens de dire le mot préjugé. Oui. Quels sont les plus gros préjugés qu'on a justement sur l'épilepsie ou les gens qui vivent avec l'épilepsie? Moi, je pense que le plus gros de tous, là, c'est de ne croire que l'on sait tout et de ne pas s'informer. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est pas celui du diable. Non. Oui. Il y en a qui pensent qu'ils sont dangereux, qu'ils peuvent jamais travailler. Oui. Non. Le bâton dans la bouche avec la bave. Ça, là, par exemple, c'est même un moyen à ne plus faire jamais, jamais, jamais. Important de le dire, effectivement. Oui, si tu veux qu'on fasse des choses comme ça. Mais moi, je dis aux gens, informez-vous, devenez membre et dites à vos amis qui deviennent membres. Parce que le non-savoir, c'est terrible. Puis encore, même, on a une fille là, qui a perdu son emploi à cause d'une crise d'épilepsie. Son patron, après qu'elle est revenue, et de plusieurs, là, il la croyait pas. Puis qu'est-ce qu'elle a entendu lorsqu'elle est revenue à elle? J'ai vraiment vu le diable en toi. Eh là là. On est en 2023. Ça s'est passé l'année dernière. Qu'est-ce que l'épilepsie, Brigitte? Bien, pour moi, là, je vais te le dire dans mes mots, hein. L'épilepsie, c'est comme au niveau de nos neurones qui circulent dans notre cerveau puis qui donnent les messages à toutes les parties, mes bras, mes jambes, ce que je veux. C'est comme s'il y avait un court-circuit, un dysfonctionnement neurologique. C'est vraiment une sorte d'handicap temporaire. Bon, les médecins ne seront pas tous d'accord avec moi, mais c'est comme ça que je le vois. C'est intermittent comme trouble, mais c'est un trouble électrique. Tes neurones, et selon l'endroit, bien, si c'est le bras qui part, il va partir, hein? C'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, moi, je pense que c'est de s'informer, puis c'est d'apprendre socialement à accepter qu'il y a des différences. Apprendre à connaître c'est quoi la différence. Arrêter de vouloir faire des standings pour acceptons telle personne. Acceptons donc que toutes les différences dans notre monde ont leur place. Arrêtons de faire des différences dans les différences. Hein? Investissons-nous en acceptant les gens, en apprenant à connaître c'est quoi le problème. Association québécoise épilepsie.com pour les gens qui voudraient avoir de l'information. Oui, puis on a juste à le chercher. Tout le monde est rendu sur Google, ces affaires-là. Hein? C'est facile. Association québécoise d'épilepsie, ils vont les envoyer. On a un beau site web. Ils peuvent devenir membres gratuitement. Et surtout, arrêtez de penser que vous le savez. Il y a 70% qui, avec la médication, sont parfaitement fonctionnels. Donc, ils peuvent travailler, s'intégrer dans la société, tout ça, s'ils sont compris. Il y a 20% que c'est très, très difficile et que ça prend la chirurgie, comme dans le cas de José. Il y a malheureusement un 10%. Et il faut qu'on sache qu'un handicap qui est intermittent est peut-être pire qu'un que tout le monde voit. Ça, c'est quelque chose à se souvenir. Et personne n'est à l'abri. Ah, voilà pourquoi il faut être membre. Personne n'est à l'abri, ni toi ni moi. Effectivement. Ah, tu le sais à part ça? Bien, je le sais certain. Qu'est-ce que dirait Josée si elle avait le mot de la fin? Elle dirait « devenez membre ». Brigitte, tu es vive formidable. la vie. Et vive la vie. Tu es formidable. Je te remercie. Merci beaucoup. J'adore ton positivisme et ta façon franche d'évoquer les choses. Oui. Merci, Patricia. Et j'espère que les gens vont nous comprendre. Merci, Brigitte. À propos d'Antoine, disponible dès maintenant sur le Club Illico et le documentaire Antoine le Merveilleux, disponible sur comédia.tv et Cube. Merci.